Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse hebdomadaire européenne. Pour cette 20e semaine de 2024, la vie de l'Union voit la Commission européenne continuer de faire appliquer ses nouvelles règles dans le domaine du numérique. Les violences LGBT-phobes sont au plus haut et les 27 se mettent d'accord pour bannir Voice of Europe. Dans le club des 27, on va en Espagne pour parler des élections régionales catalanes, de la présidentielle lituanienne, d'un juge polonais qui fuit en Biélorussie, de deux coalitions droite et extrême droite en Croatie et aux Pays-Bas, d'affaires qui embarrassent l'extrême droite en Suède et en Allemagne, mais aussi en Slovaquie, où le Premier ministre a été visé par une tentative de meurtre. Et chez nos chers voisins, la loi russe a été adoptée en Géorgie, et le nouvel exécutif de Macédoine du Nord fait déjà des remous. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique, Booking va devoir se conformer au Digital Market Act. L'entreprise néerlandaise Booking a été désignée contrôleur d'accès en vertu du règlement sur le Digital Market Act le lundi 13 mai. Cette classification a été rendue possible puisque Booking est utilisé par 10% de la clientèle européenne, que sa capitalisation boursière est supérieure à 75 milliards d'euros et que son chiffre d'affaires annuel est de 7,5 milliards d'euros. Par sa façon d'agir, Booking empêche les hôteliers à rentrer en contact directement avec les clients, en imposant d'utiliser sa plateforme. Une pratique qui empêche les hôteliers de faire profiter des offres promotionnelles sans passer par le site. Les hôteliers jugent les pratiques de Booking déloyales à travers le manque de partage de données, mais aussi sur l'opacité des campagnes marketing. L'Association des hôteliers européens, OTREC, a estimé que Booking contrôlait 61% du marché européen des réservations en ligne en 2022, contre 15 à 20% pour son concurrent Expedia. Un chiffre qui justifierait le refus de la Commission européenne de donner son aval au rachat d'e-Travely. Numérique encore, Meta sous enquête pour manque de protection des mineurs. La Commission européenne a ouvert une enquête jeudi 16 mai à l'encontre de Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, pour manquement à la protection des mineurs. La Commission européenne reproche à Meta la même chose qu'à TikTok. L'algorithme favoriserait la consommation addictive, surtout auprès des jeunes, mais aussi que sa procédure de vérification de l'âge est insuffisante. C'est la deuxième fois que Meta est sous enquête cette année, après les réserves émises par la Commission sur la faculté de Meta à lutter contre la désinformation. Cette enquête est consécutive au rapport sur les risques rendus par Meta en septembre 2023, un rapport qui n'aura donc pas convaincu les autorités européennes. La Commission européenne et les États membres discutent actuellement des lignes directrices sur la protection des mineurs et notamment sur l'utilisation du portefeuille d'identité. Sécurité, les violences LGBT-phobes au plus haut. En amont de la journée de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, aussi appelée Ida Hobbit, qui a lieu le 17 mai, l'Agence européenne des droits fondamentaux, la FRA, a publié un rapport sur les violences à l'encontre des minorités sexuelles et de genre le mardi 14 mai. Même s'il devient plus facile d'être ouvert sur son orientation sexuelle ou son expression de genre, qui représente une personne sur deux parlant ouvertement de sa sexualité, les gestes comme se tenir la main en public restent un facteur de peur pour 53% de la population européenne LGBT. Celles qui se sont déclarées victimes de violences s'élèvent à 14%, plus qu'en 2019. Et les personnes transgenres sont particulièrement visées et plus de la moitié d'y avoir été victimes de harcèlement. La statistique la plus inquiétante est celle du harcèlement à l'école, où 2/3 des personnes interrogées disent avoir été intimidées. Sans surprise, c'est la Hongrie qui est l'État qui en fait le moins contre les préjugés et l'intolérance. L'agence recommande aux États d'appliquer la tolérance zéro et les institutions de faire pression sur les plateformes numériques pour renforcer la détection des préjugés sur les LGBT. Sécurité encore, accord des 27 pour sanctionner Voice of Europe. Mercredi 15 mai,
Les 27 se sont mis d'accord pour interdire la diffusion du média pro-russe Voice of Europe. Des sanctions s'appliqueront aussi à l'agence de presse russe RIA Novosti et les médias russes Izvestia et Rossiyska Gazeta. Cette interdiction concerne tous les moyens de transmission et de distribution depuis ou à destination des États membres de l'UE, par câble, satellite, Internet, plateforme ou application sur smartphone. Ils pourront continuer à travailler sur le territoire européen à condition de ne pas diffuser leur travail. L'objectif de Voice of Europe était d'influencer les citoyens européens. De telles sanctions rendraient son action vaine. Passons désormais au Club des 27. Espagne, les socialistes victorieux des régionales catalanes, Castet en vue. C'est un vrai coup de tonnerre. Pour la première fois depuis la restauration de la monarchie constitutionnelle en Espagne, les partis indépendantistes réunis ne représentent pas la majorité de l'hémicycle régional dimanche 12 mai. Les partis indépendantistes, le parti de la gauche républicaine catalane du président sortant Pere Aragonès, le parti de droite Ensemble pour la Catalogne de Carles Puigdemont et le parti de gauche radical Candidature d'unité populaire ne récoltent ensemble que 59 sièges alors qu'il en faut 68 pour avoir la majorité absolue. C'est la gauche républicaine qui s'est écroulée avec la perte de 13 sièges. Le Parti socialiste catalan de l'ancien ministre espagnol de la Santé Salvador Illa, déclinaison régionale du PSOE, détient à lui seul 42 sièges. Ce résultat valide ainsi la stratégie de Pedro Sánchez d'octroyer l'amnistie aux indépendantistes, loi qui doit encore être adoptée définitivement. Mais le plus dur commence. Il y a un mikado de veto entre partis. Ensemble pour la Catalogne refuse un gouvernement pas à 100% indépendantiste. En tant que parti leader des indépendantistes, Junts ne votera pour aucun gouvernement qui ne serait pas indépendantiste et qui ne lui octroierait pas la présidence régionale. Il menace même de faire tomber le gouvernement espagnol si le gouvernement catalan n'était pas indépendantiste. La gauche républicaine catalane se retrouve coincée entre sa loyauté au mouvement indépendantiste et sa proximité idéologique avec le Parti socialiste et Catalogne en commun, déclinaison catalane de Sumar. Elle redoute de s'isoler au sein du mouvement séparatiste si elle accepte cette deuxième option. Pere Aragonès a décidé de se retirer de la vie politique et a annoncé que la gauche catalane serait dans l'opposition. Il laisse ainsi la responsabilité à Ensemble pour la Catalogne et au Parti socialiste catalan de former un gouvernement, ce qui paraît improbable pour ne pas dire impossible. Pour le reste, le Parti populaire fait un bond en passant de 3 à 15 sièges et Vox se maintient à 11 sièges. Lituanie, un premier tour de la présidentielle sous le signe de la sécurité. Dimanche 12 mai, c'était le premier tour de la présidentielle lituanienne. Le président sortant, Gitanas Nausėda, se présente pour se succéder à lui-même, au milieu d'un débat sécuritaire autour des questions de défense, notamment sur le renforcement vis-à-vis de la Russie et particulièrement de la voisine Kaliningrad. Le président ou la présidente en Lituanie co-dirige la politique étrangère avec le gouvernement et participe au sommet de l'Union européenne et de l'OTAN. Gitanas Nausėda est sorti vainqueur du premier tour avec 44% des voix face à la première ministre Ingrida Simonite qui obtient 20% des voix et Ignaz Wegele, un avocat de 48 ans qui s'opposait au vaccin anti-Covid, s'en sort avec 12% des voix. Si Gitanas Nausėda ne se différencie pas d'Ingrida Simonite sur la défense, c'est sur les questions sociales qu'ils divergent. La chef de l'Union de la patrie chrétien-démocrate lituanien est favorable au partenariat entre personnes de même sexe, alors que le président est résolument contre. Leur point de vue sur Taïwan est aussi différent puisque la première ministre a fait ouvrir la représentation de la Lituanie à Taïwan. Le président indique qu'il souhaiterait la renommer représentation lituanienne à Taipei pour réchauffer les relations avec la Chine, passablement dégradées avec l'interdiction de l'utilisation des téléphones Huawei dans les services de l'État lituanien.
Pologne. Un juge fuit en Biélorussie. C'est un scénario digne de film d'espionnage. Alors qu'il était destitué, le magistrat Tomasz Schmidt a fui vers la Biélorussie voisine et a demandé la protection au dictateur biélorusse. Juge au tribunal administratif régional de Varsovie, il a eu accès à des données confidentielles de l'UE et de l'OTAN, puisqu'il a travaillé dans le département des affaires classées. Il était donc susceptible de pouvoir communiquer le nom d'agents qui n'avaient pas vu leur habilitation de sécurité renouvelée pour des causes diverses comme des addictions, devenant de fait des cibles de recrutement de services secrets étrangers. Il s'était déjà rendu en Biélorussie en juin 2023. Sous le gouvernement du PIS, il aurait joué le barbouze en dénonçant les juges critiques du gouvernement et on le suspecte d'avoir pris la fuite pour cette affaire. Il justifie sa fuite par son indépendance et le fait qu'il juge que son pays est allié à des pays va-t-en guerre, que sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Le dernier Polonais qui avait fui en Biélorussie s'appelait Emil Tchechko, un ancien militaire qui avait servi à la frontière polono-biélorusse. Il avait déserté fin 2021 et dénoncé le traitement inhumain des réfugiés par le gouvernement polonais. Il avait été retrouvé pendu 3 mois plus tard à Minsk. Croatie. Le HDZ s'allie avec l'extrême droite. Vendredi 17 mai, Andrej Plenković, Premier ministre sortant, était en mesure d'annoncer qu'il pouvait former un nouveau gouvernement. Il associe donc l'Union démocratique croate, le HDZ, avec le mouvement patriotique, troisième force du pays, avec 14 sièges. Le mouvement patriotique est nationaliste, anti-immigration, anti-LGBT et veut l'interdiction de l'avortement. Ils récupéreront 3 des 18 ministères, dont le ministère de la démographie, destiné à appliquer une politique nataliste. La commissaire européenne croate, Dubravka Šuica, se veut rassurante en disant que le HDZ fera respecter la ligne du PPE, être pro-européen, pro-Ukraine et respecter l'état de droit. Un accord qui froisse les socialistes et les Verts européens, qui y voient un accord précurseur entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen, après les européennes. Allemagne et Suède, l'extrême droite mise en difficulté. Que ce soit les démocrates de Suède ou l'alternative pour l'Allemagne, les deux partis sont empêtrés dans des scandales. Commençons par les démocrates de Suède, l'ESD, accusé d'avoir une usine à troll. Même si les démocrates de Suède ne sont pas au gouvernement, ils le soutiennent par leur signature au contrat de gouvernement. Dans l'émission Kalla Fakta, équivalent de complément d'enquête sur la chaîne suédoise TV4, un des journalistes de la chaîne a infiltré les démocrates de Suède pendant 1 an. Il a gravi les échelons au point de pouvoir entrer en contact avec le directeur de la communication du parti, Joachim Wallerstein. Il le fait embaucher par la chaîne YouTube Riks, fondée par le SD en 2020 et officiellement indépendante depuis l'automne 2023. Forte de ses 120 000 abonnés, elle a pour but de propager le message xénophobe du parti. Il vise aussi bien le noyau dur que les novices, pour qui c'est souvent la première porte d'entrée, donc plutôt soft. Les membres de la chaîne se voient comme des combattants du net, allant jusqu'à créer des deepfakes à l'encontre de l'opposition. Le SD refute ses liens avec l'usine à troll. Un comportement qui viole l'accord de coalition et qui remet en cause le gouvernement actuel. Maintenant, intéressons-nous à la semaine de l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD. Mardi 14 mai, Björn Höcke, leader du parti dans le Land de Thuringe, a été condamné par le tribunal de Halle, en Saxe-Anhalt, à 13 000 € d'amende pour avoir utilisé l'expression « tout pour l'Allemagne », slogan des sections d'assaut, milices paramilitaires nazies, lors d'un meeting en 2021. Il prétendait ignorer que c'était un slogan nazi, ce qui semble improbable pour un ancien professeur d'histoire. L'AfD est sous surveillance de l'Office fédéral de protection de la Constitution, les renseignements intérieurs, sur décision du tribunal administratif de Münster pour ses appartenances d'extrême droite. Le parti est sous surveillance depuis 2021. Et pour couronner le tout, la justice allemande s'intéresse à Petr Bistron, le numéro 2 pour les européennes. Après les affaires qui entourent Maximilian Krah,
ce sont les liens autour de Petr Bistron qui font l'objet d'investigations. Député au Bundestag, son immunité parlementaire a été levée. Il est suspecté d'avoir reçu 20 000 euros de Viktor Medvedchuk, oligarque ukrainien proche de Poutine, dans le cadre de Voice of Europe. Un enregistrement audio viendrait confirmer qu'il a rencontré Medvedchuk et qu'il a reçu de l'argent de ses mains. L'AfD a perdu 6 points dans les sondages et se retrouve crédité de 17% d'intention de vote, son pire score depuis un an. Pays-Bas, une alliance des droites pour gouverner le pays. Alors qu'on semblait se diriger vers de nouvelles élections avec des négociations qui pataugeaient depuis le mois de novembre, le Parti pour la liberté, le PVV, a enfin conclu un accord avec les partis de droite modérés. Le parti d'extrême droite a réussi à obtenir le soutien du mouvement agriculteur citoyen, le BBB, mais c'est avec le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, le VVD, et le nouveau contrat social, le NSC, que c'était le moins évident. Il refusait d'avoir Geert Wilders comme ministre-président. Le programme est long de 20 pages, avec 4 qui portent sur l'immigration. Le gouvernement sera composé de techniciens et non de politiques. Ronald Plasterk, ancien travailliste, est le favori pour devenir ministre-président. Les 4 partis se sont entendus sur un régime d'asile plus strict, avec le gel du traitement des demandes d'asile et la fin de la répartition des réfugiés dans tout le pays. Les contrôles aux frontières seront renforcés, des expulsions plus rapides, le regroupement familial limité. Le séjour illimité sera supprimé. Autant de mesures qui vont à l'encontre du droit européen et toutes les conventions internationales auxquelles les Pays-Bas sont partis. Le PVV renonce au Nexit, le BBB a obtenu le renoncement aux mesures écologiques imposées au secteur agricole, notamment la réduction des cheptels et la fin des subventions du diesel agricole. Le VVD et le NSC obtiennent le maintien de l'état de droit et de la rigueur budgétaire, mais aussi le soutien plein et entier à l'Ukraine. Mais le plus surprenant, c'est l'accord sur le déménagement de l'ambassade néerlandaise en Israël à Jérusalem. Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico blessé par balle. Mercredi 15 mai, alors qu'il se trouvait dans la ville de Handlova, Robert Fico a été blessé par balle à 5 reprises. Il était dans le centre du pays pour un conseil des ministres délocalisé et devait assister à un meeting de campagne pour les européennes dans la soirée. Il a été emmené à l'hôpital de Banska Bystrica et son pronostic vital était engagé. L'assaillant s'appelle Juraj Sintula, un poète de 71 ans, fondateur du club littéraire Duha, qui signifie arc-en-ciel, et d'un mouvement politique contre la violence. Il semble avoir des idées très disparates, à la fois pour la paix, pour la démocratie et anti-armes, mais aussi anti-migrants et prompt à soutenir des mouvements pro-russes. L'élection du président Peter Pellegrini semble avoir été déterminant dans son passage à l'action. Il a été mis en examen dès jeudi. Dès l'annonce de l'attaque, les partis de gouvernement se sont dépêchés d'accuser les médias et l'opposition libérale d'avoir provoqué autant de violence. Pourtant, Slovaquie progressive et Liberté et Solidarité ont annulé les manifestations contre la réforme de la radio-télévision slovaque. Le futur président de la Slovaquie, Peter Pellegrini, a demandé l'apaisement et une pause dans la campagne des européennes qui se tiendront le 8 juin en Slovaquie. Un événement qui a évidemment choqué l'ensemble des leaders européens qui ont tenu à apporter leur soutien à Robert Fico. La présidente sortante, Zuzana Czaputova, n'a pas tenu un discours différent. Le Premier ministre polonais Donald Tusk dit avoir reçu des menaces faisant référence à la tentative de meurtre de Robert Fico. Une violence dans les discours et dans les actes qui ne fait qu'augmenter à l'approche des scrutins. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Géorgie, la loi contre les agents de l'étranger adoptée. Malgré les manifestations du week-end des 11 et 12 mai qui a vu les rues de Tbilissi noires de monde, dans une ambiance festive, rien n'y a fait. Le gouvernement d'Irakli Kobaridze s'obstine et il y a encore eu des heurts à la Chambre. La loi a été votée mardi 14 mai. Le Premier ministre menace les opposants de poursuites,
Le ministre de l'Intérieur Vartang Gomelauri prévient que c'est 4 ans de prison qui les attend. La présidente Salomé Zorabishvili demande aux manifestants de rester prudents et de ne pas tomber dans le piège du gouvernement. Elle s'est dit prête à créer une plateforme pro-européenne et à poser son veto contre la loi, ce qu'elle a fait samedi 18 mai. Elle mise sur les élections législatives d'octobre, où elle sait que l'avenir du pays se jouera. Une victoire du rêve géorgien et la porte de l'Union européenne se fermera probablement pour quelques décennies. Les universités se sont vidées en début de semaine, aussi bien à Tbilissi qu'à Batumi, les étudiants refusant de voir leur pays retomber sous la coupe russe. Côté Union européenne, les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une déclaration commune, la faute à la Hongrie et à la Slovaquie, qui ne veulent pas s'ingérer dans les affaires d'un pays tiers, mais 12 ministres des Affaires étrangères ont demandé une étude d'impact de cette loi sur l'avenir européen de la Géorgie, afin d'en communiquer les résultats au gouvernement géorgien au plus vite. Un paquet de sanctions est à l'étude, comme la suspension de la libéralisation des visas, et des parlementaires européens demandent des sanctions ciblées à l'encontre de Bidzina Ivanishvili et d'Irakli Kobaridze. Les effets de la loi se font déjà sentir avant même son implication. Une association de défense des droits des femmes a vu sa cage d'escalier recouverte d'affiches, avec sa dirigeante affublée d'une marque de tampon « Agent de l'étranger ». Idem pour la branche géorgienne de l'ONG internationale de lutte contre la corruption, Transparency International. Les ministres des Affaires étrangères de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et d'Islande se sont rendus à Tbilissi pour afficher leur soutien aux manifestants et ont rencontré la présidente géorgienne. Le président français Emmanuel Macron se rendra à Tbilissi le 26 mai pour la fête de l'indépendance de la Géorgie. Macédoine du Nord, première polémique internationale avec l'arrivée de la droite au pouvoir. Le discours d'intronisation de la nouvelle présidente conservatrice Gordana Silianovska-Davkova, tenu le dimanche 12 mai, a fait des remous dans les Balkans. Et pour cause, elle a refusé d'utiliser la dénomination Macédoine du Nord, nom du pays depuis les accords de Prespa, signés en 2018 avec la Grèce, accord qui dispose que le pays s'engage à ne pas utiliser Macédoine seulement. La région de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, est aussi la Macédoine, et ces accords devaient éviter les revendications historiques et territoriales. C'est une des conditions posées par la Grèce pour laisser la Macédoine du Nord négocier son adhésion à l'UE et à l'OTAN. La Macédoine du Nord est membre de l'OTAN depuis 2020, et les négociations d'adhésion pour l'UE sont ouvertes depuis 2022 et un accord avec la Bulgarie sur la reconnaissance de la langue macédonienne est un dialecte dérivé du bulgare, et la Macédoine du Nord s'engageait à protéger les Bulgares sur son territoire en les mentionnant dans la Constitution. Accord toujours pas inclus dans la Constitution à cause du blocage de la Chambre, ce qui a causé un arrêt des négociations avec l'UE, la faute à l'obstruction du VMRO-DPMNE. Le nouveau Premier ministre Christian Mickoski veut rouvrir les 2 dossiers. Il est l'héritier politique de Nikola Gruevski, ancien Premier ministre dont la dérive autoritaire a cessé après qu'il ait couvert une bavure policière, l'obligeant à fuir en Hongrie. Malgré tout, la présidente promet de respecter la Constitution, mais elle prévient qu'elle utilisera le nom qu'elle veut lors de ses discours. Le futur gouvernement de Mickoski dépendra de la minorité albanaise qui refuse historiquement les politiques trop nationalistes. Ursula von der Leyen a appelé au respect des engagements internationaux de la Macédoine du Nord, condition sine qua non pour poursuivre son chemin européen. Le VMRO-DPMNE, membre associé du PPE, n'a pas été soutenu par celui-ci pour ces élections. Le VMRO-DPMNE est historiquement proche de Viktor Orban et du Fidesz. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Retrouvez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour être alerté de la publication des épisodes. Soutenez le podcast en le notant sur les plateformes et en laissant des commentaires ou simplement en le partageant. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.